Alors qu'une serveuse ordinaire rentrait chez elle après une longue journée, un homme blessé surgit et se jette dans sa voiture. Il s'agissait d'un chef de la mafia en fuite, et elle était son seul espoir de survie. Sans le savoir, l'aide qu'elle lui apporterait pendant les 48 prochaines heures transformerait radicalement leur existence. La balle avait traversé le bras de Damian Rousseau avant même qu'il n'entende le tir. Un instant plus tôt, il serra la main de Marco Castellano sous l'éclairage vacillant d'un lampadaire dans le quartier des entrepôts désaffectés. L'instant d'après, l'univers basculait dans le chaos absolu. Le verre volait en éclats. Des hurlements d'hommes fusaient. Quelqu'un avait trahi l'emplacement de leur rencontre pour une trêve, et désormais, chaque faction tirait à l'aveuglette sur des ombres fugaces. « À terre !» Le chauffeur de Damian s'était jeté sur lui, mais une nouvelle rafale d'armes à feu projeta l'homme au sol. Damian s'écrasa lourdement sur le béton, son épaule hurlant de douleur. Le sang imprégnait les étoffes coûteuses de sa veste de costume. Autour de lui, son convoi se dispersait comme des blattes sous la lumière crue d'une cuisine. Les costos n'étaient guère mieux lotis. La moitié de leurs hommes se terraient derrière des conteneurs d'expédition rouillés. Ce n'était pas censé arriver ainsi. Un terrain neutre, aucune arme, une discussion civilisée entre des criminels qui se veulent civilisés. Quelqu'un avait manifestement brisé les règles implicites. À travers la fumée épaisse et les éclairs des armes à feu, Damian entrevit le visage de Marco, exprimant la même confusion, la même trahison. Ce n'étaient pas les costos, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui cherchait à les éliminer tous les deux. Mais à cet instant précis, la survie primait sur les réponses. Damian se cacha derrière une benne à ordures, alors que les balles ricochèrent sur le métal. Sa main était glissante de sang, mais il pouvait encore bouger ses doigts, pas une artère vitale. Il s'en sortirait s'il parvenait à fuir cet enfer. Le boss Tony, son garde du corps le plus proche, riposta depuis l'arrière d'une voiture. Le VUS fut touché et explosa. Damian ne perdit pas un instant et s'élança dans la nuit. Les rues de Southside Chicago, à minuit, formaient un dédale de clôtures grillagées, de petits commerces aux fenêtres barricadées et d'ombres qui semblaient s'animer dès qu'on détournait le regard. Damian titubait dans une ruelle, pressant sa main valide contre sa blessure. Derrière lui, des phares balayèrent la route principale. Les costos s'étaient ressaisis plus vite que ses propres hommes. Ou peut-être ces hommes étaient-ils morts? Cette pensée le frappa plus durement que la balle elle-même. Il avait bâti un empire sur la loyauté et la peur, et le voilà désormais saignant dans une ruelle, tel un vulgaire voyou. Son téléphone vibra. Il le sortit et aperçut 3 appels manqués de son conciliaire, Vincent. Un soulagement le submergea, avant qu'il ne se souvienne que seules 3 personnes connaissaient la réunion de ce soir. Lui, Marco et Vincent. Damian écrasa son téléphone sous son talon. Des VUA rôdaient dans les rues, tels des loups affamés, leurs projecteurs fendant l'obscurité. Ils fouillaient chaque ruelle, chaque recoin. Damian se pressa contre un mur de briques, respirant difficilement. Dépourvu d'armes, sans renfort, il n'était qu'une proie facile. Réfléchi. Il avait surmonté des épreuves bien pires. Il avait gravi les échelons depuis les docks, bâtissant un empire criminel brique par brique, dans le sang et la sueur. Il n'allait pas mourir dans une ruelle jonchée d'ordures, simplement parce que des phares surgissaient au coin de la rue. Damian se remit à courir, ses jambes s'activant avec acharnement, ses poumons brûlants. Il déboucha sur une avenue plus large et regretta aussitôt sa décision. Plus de lumière, plus de moteurs, il l'encerclait de toutes parts. Là, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, dont l'enseigne au néon émettait un bourdonnement ressemblant à celui d'une guêpe mourante. Quelques voitures stationnaient sur le parking. Damian sprinta vers elles, se tenant profil bas. Si seulement il pouvait trouver un véhicule déverrouillé, le démarrer en express. La portière arrière d'une Honda Civic, salie et cabossée, était légèrement entr'ouverte. Damian ne se posa aucune question sur la chance inespérée qui se présentait à lui. Il s'y engouffra, refermant la porte aussi discrètement que possible. L'habitacle exhalait une odeur de café ancien et de désodorisant à la vanille. Il se recroquevilla dans le plancher, derrière le siège du conducteur. Chaque muscle tendu, il attendait la clameur, le coup de feu, la fin inévitable. Le VUS passa lentement, son projecteur balayant le parking. Damian retint son souffle, la lumière s'éloigna. Il expira doucement, sentant le goût métallique dans sa bouche. Son bras lancinait. L'adrénaline s'estompait, laissant place à une douleur fulgurante. Il avait besoin d'un hôpital, ou du moins d'une trousse de premiers secours, et de quelqu'un d'assez imprudent. La portière du conducteur s'ouvrit. La main de Damian se porta vers son holster vide, désormais inutile.
Il leva les yeux alors qu'une jeune femme se glissait sur le siège, ses clés cliquetant. Elle devait avoir environ 25 ans, les cheveux foncés attachés en une queue de cheval désordonnée, vêtue d'un uniforme de serveuse taché de café. Elle semblait épuisée, comme si elle venait de terminer un long service et n'avait qu'une envie, rentrer chez elle. Elle jeta son sac à main sur le siège passager, enfonça la clé dans le contact et se figea. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Un instant, aucun des deux ne bougea. Damen la vit comprendre la situation en temps réel. Le costume coûteux, le sang, l'expression d'un homme à court d'options. Sa main se tendit vers son sac à main. « Non, » dit Damen doucement. Elle ne cria pas. Cela l'impressionna. Au lieu de cela, sa mâchoire se serra. « Sortez de ma voiture. Je ne peux pas faire ça. J'appellerai la police. »« Allez-y. » Damen observa un autre VUS passer lentement dans la rue. « Les hommes là-bas vous remercieront probablement, juste avant de nous tuer tous les deux. » Elle suivit son regard, distingua le VUS noir, le projecteur, les hommes au visage dur à l'intérieur. Quelque chose changea dans son expression. Pas exactement de la peur, mais une évaluation lucide. « Vous saignez sur mes sièges, » dit-elle. « Je vous achèterai une nouvelle voiture. »« Vous mentez. » Probablement, grimaça Damen. « Mais, en ce moment, vous êtes ma seule chance. Et s'ils me trouvent ici, ils supposeront que vous m'avez aidé. Alors, en fait, nous sommes dans le même bateau maintenant. Je ne conduis pas. » Sa voix se durcit. Ce n'était pas une requête, mais un ordre ferme. Elle le fixa pendant 3 secondes supplémentaires. Il observa ses mains trembler sur le volant. Elle jeta un coup d'œil au restaurant, où elle était en sécurité 30 secondes plus tôt, puis au VU qui patrouillait. Il la vit prendre la pire décision de sa vie. Le moteur rugit, s'éveillant. Elle sortit du parking juste au moment où un autre VUS tournait le coin, son projecteur balayant leur direction. Elle accéléra en douceur, ni trop vite, ni trop lentement, donnant l'impression d'être une simple travailleuse fatiguée rentrant chez elle après une longue journée. Dans le rétroviseur, Damen vit le projecteur du VUS s'attarder sur eux, puis se détourner. Ils avaient y gagné peut-être 60 secondes précieuses. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix tendue. « N'importe où, sauf ici. » Elle tourna dans une rue secondaire, puis une autre, ses mains crispées sur le volant. Damen resta accroupi, surveillant les rétroviseurs, la surveillant elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara. » Elle ne lui demanda pas le sien, peut-être le savait-elle déjà. « Et vous venez de ruiner ma vie. »« Bienvenue au club, » marmonna Damen. Derrière eux, d'autres phares apparurent. La chasse était ouverte. « À gauche, tournez à gauche !» Clara braqua le volant. Sa Honda dérapa en crissant dans le virage, s'engageant dans une rue résidentielle étroite. Derrière eux, les lumières des phares se multipliaient telles des yeux démoniaques. 2, voire 3 VU. « Il nous rattrape, » murmura-t-elle, sa voix à peine stable. « Ne prenez pas les grands axes. » Damen se redressa légèrement, ignorant la douleur fulgurante dans son bras. « Vous connaissez les chemins de traverse. J'ai vécu ici toute ma vie. Alors, prouvez-le. » La mâchoire de Clara se serra. Elle détestait qu'on lui donne des ordres. Elle détestait le sang qui s'infiltrait sur ses sièges arrière. Elle détestait d'avoir pris la décision impulsive d'aider un étranger qui évoluait clairement dans un monde qu'elle s'était efforcée d'éviter toute sa vie. Pourtant, elle connaissait ces rues mieux que quiconque. Elle vira brusquement à droite dans une ruelle si étroite que ses rétroviseurs faillirent racler les murs de briques. Des poubelles filèrent à toute vitesse. Un chien aboya. La ruelle les déboucha sur une autre rue secondaire, et Clara tourna immédiatement à nouveau, se frayant un chemin à travers le labyrinthe de quartiers oubliés que les touristes ne voyaient jamais. « Vous êtes doués » murmura Damen. « Taisez-vous, je réfléchis. » Derrière eux, un VUS s'engagea dans la ruelle. L'autre contournait l'obstacle, tentant de les encercler. Ces types savaient ce qu'ils faisaient. Des professionnels organisés. L'estomac de Clara se noua. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui a besoin de disparaître pendant quelques heures. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous obtiendrez. » Clara le regarda dans le rétroviseur. Même blessé et pourchassé, il dégageait une présence, un calme qui émanait d'une personne en contrôle, même lorsque tout s'effondrait autour d'elle. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture, sa montre, sans aucun doute. Ce n'était pas une victime de vol à l'arraché. Ce n'était pas un petit trafiquant de rue dépassé par les événements. C'était quelqu'un d'important. Le VUS derrière eux accéléra. « Il y a un passage souterrain devant, » dit rapidement Clara. « Une vieille ligne de chemin de fer, pas de lumière, prenez-le. » Elle appuya à fond sur l'accélérateur.
Sa Honda n'était pas conçue pour la vitesse, mais elle était petite et agile. Le passage souterrain se dressait devant, un tunnel de béton engloutissant la route, sombre et abandonné. Des barrières de chantier bloquaient une voie. Des graffitis recouvraient les murs. Clara éteignit ses phares et plongea dans l'obscurité. « Que faites-vous ? Faites-moi confiance. » Elle ne voyait rien, seulement l'obscurité et la faible lueur de la sortie, à 50 yards devant. Elle garda son pied ferme, sa mémoire musculaire la guidant. Elle avait emprunté cette route des milliers de fois. Derrière eux, les phares du VUS illuminèrent le tunnel, puis s'éteignirent brusquement. Clara tira brusquement à droite, calant sa voiture derrière un pilier de béton massif. Elle engagea la marche avant et retint son souffle. Les secondes s'étirèrent. Le VUS passa lentement, son moteur rugissant faiblement dans l'obscurité. Clara pouvait distinguer les silhouettes de 2 hommes à l'intérieur, leurs têtes tournant, cherchant. L'un d'eux tenait une lampe de poche, balayant son faisceau sur les murs du tunnel. Damen ne bougeait pas, ne respirait pas. Le faisceau de la lampe de poche passa au-dessus de leur cachette, à quelques centimètres du capot de la Honda. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Le VUS continuait sa lente progression, si lentement. Puis, il les dépassa, se dirigeant vers la sortie. Clara attendit que les feux arrière disparaissent avant d'expirer. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline inondant son système. « Démarrez la voiture », dit Damen calmement. Mais pas de lumière. « Pas encore », elle obtempéra, ses doigts s'emmêlant avec la clé. Le moteur se mit en marche avec un doux ronronnement. Elle recula prudemment, utilisant la faible lueur de l'entrée pour naviguer, puis fit demi-tour. En sortant du tunnel, elle ralluma les phares et prit une autre route, en direction du nord-ouest, vers le quartier industriel. « Vous avez déjà fait ça », dit Damen. Ce n'était pas une question. « Fait quoi ? Évader, semer mes poursuivants ?» Le rire de Clara était amer. Mon ex-petit ami était un trafiquant de drogue paranoïaque. J'ai appris à repérer les flics et à les distancer avant qu'ils ne se fassent arrêter. Il s'avère que ces compétences sont transférables. Quelle chance ! Elle croisa son regard dans le rétroviseur. « Qui êtes-vous ? Et ne me donnez pas de réponse évasive. Les hommes là-bas, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont organisés. Ils ont des radios et des projecteurs. » Et elle s'arrêta, son esprit rattrapant enfin la réalité. « Oh mon Dieu ! Quoi ? Je connais votre visage. » Sa voix devint un murmure. « Je l'ai déjà vu dans le quartier. Les gens parlent. » Damian ne dit rien. La prise de Clara sur le volant se resserra. « Vous êtes Damian Rousseau. » Silence. « Vous êtes le... » Elle ne pouvait même pas le prononcer. Le chef de la mafia, le baron du crime, l'homme qui dirigeait la moitié du South Side depuis l'ombre, l'homme responsable de combien de corps, de combien de vies brisées. « Continuez à conduire, » dit Damian. « J'ai aidé une... Clara. » Sa voix coupa sa panique comme un couteau. « Ces hommes qui me traquent. Ce sont des costos, l'équipe de Marco, et s'ils vous trouvent avec moi, ils ne poseront pas de questions. Ils n'auront que faire de votre ignorance. Ils vous mettront une balle dans la tête juste pour être certain. » Son sang se glaça. « Alors oui, » poursuivit Damian, « vous avez aidé la mauvaise personne, mais il est trop tard pour revenir en arrière. La seule issue est d'aller de l'avant. » La vision de Clara se troubla. Cela ne pouvait pas être vrai. Elle était serveuse, sœur, une anonyme essayant de garder la tête hors de l'eau. Elle n'était pas censée être prise au piège dans une guerre de gang. Mais il avait raison. Il était trop tard pour faire demi-tour. « Où vais-je » demanda-t-elle, la voix vide. « Quelque part en sécurité. Quelque part où ils ne penseront pas à chercher. Je ne connais aucun endroit comme ça. »« Si, vous en connaissez un. » Les yeux de Damian rencontrèrent les siens dans le rétroviseur. « Ramenez-moi chez moi, Clara. C'est de la folie. » Clara gara la voiture dans l'interstice étroit entre 2 immeubles d'appartements délabrés, les phares révélant un coin oublié de la ville. Des escaliers de secours rouillés s'accrochaient aux murs de briques. Des herbes folles poussaient à travers le béton fissuré, le genre d'endroit que les gens traversaient sans le voir. « Éteignez les lumières, » dit Damian. Elle obéit. L'obscurité les engloutit complètement. « Il y a un garage à l'arrière, » dit Clara doucement. « L'ancien atelier de mon père, personne ne l'utilise plus, personne ne se souvient même de son existence. » Parfait. Elle guida la voiture par pure mémoire, avançant jusqu'à ce que le nez de la Honda bute contre une porte de garage affaissée. Clara sortit, les jambes chancelantes, et tâtonna avec le cadenas rouillé. Ses doigts tremblaient si fort qu'il lui fallut 3 tentatives pour insérer la clé. La porte gémit en s'ouvrant, révélant un tombeau d'outils oubliés et de machines couvertes de poussière. Clara gara la voiture à l'intérieur
et Damian referma la porte derrière lui. L'obscurité était totale maintenant, suffocante. Elle trouva une lampe à pile sur un établi, l'alluma, une faible lumière jaune inonda l'espace. Le garage ressemblait à un musée de la vie de son père, des râteliers d'outils sur les murs, un lift hydraulique qui n'avait pas fonctionné depuis des années, des pièces de voiture éparpillées sur des étagères comme des fossiles mécaniques. Tout était recouvert d'une épaisse couche de négligence. « Depuis combien de temps est-il abandonné ?» demanda Damian, s'appuyant lourdement contre la Honda. « 3 ans depuis la mort de mon père. » La voix de Clara était monocorde. « Une crise cardiaque, juste là, près de cet établi. Je suis désolé. »« Non !» Elle désigna une vieille chaise. « Asseyez-vous, vous saignez toujours. » Damian s'assit dans la chaise avec un grognement. Son visage était devenu pâle, sa coûteuse veste de costume imbibée de sang. Clara attrapa la lampe et se dirigea vers une armoire métallique dans le coin. Mon père gardait une trousse de premiers secours pour les gars qui venaient après des accidents. Elle tira une boîte métallique bosselée, en souffla la poussière. À l'intérieur, de la gaze, du sparadrap, de l'antiseptique, des pansements papillons. Pas grand-chose, mais mieux que rien. « Vous savez ce que vous faites ?» demanda Damian. « Suffisamment. » Clara posa la boîte sur un établi voisin. « Enlevez votre veste. » Il obtempéra, grimaçant. La chemise en dessous était pire, tissu déchiqueté et sang. Clara l'aida à la retirer, essayant de ne pas penser au fait qu'elle déshabillait un parrain de la mafia dans le garage de son père décédé à 1 heure du matin. La blessure par balle était affreuse, mais nette, entrée et sortie à travers la chair de son bras supérieur. Pas d'os, pas d'artère. Chanceux. « Vous allez vivre, dit-elle. Mauvaise nouvelle pour plusieurs personnes. » Clara faillit sourire malgré elle. Elle imbiba un chiffon propre d'antiseptique. « Ça va faire mal. J'ai connu pire. » Elle pressa le chiffon sur la blessure. La mâchoire de Damian se serra, mais il ne fit aucun bruit. Clara travailla rapidement, nettoyant les points d'entrée et de sortie, ses mains plus stables maintenant qu'elle avait une tâche sur laquelle se concentrer. Elle avait appris les soins de base il y a 2 ans, lorsque son frère cadet, Ellie, avait eu un accident de voiture. Les factures d'hôpital avaient été écrasantes. Alors, elle s'était enseignée à gérer les blessures mineures à la maison. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle utiliserait ses compétences sur un chef de la mafia. « Vous êtes doué pour ça, » dit Damian doucement. « Mon frère, il a eu un accident. Sa jambe était pas mal amochée. » Clara enroula de la gaze autour du bras de Damian avec une efficacité professionnelle. « Les factures d'hôpital ont failli nous ensevelir. Alors j'ai appris. Des vidéos YouTube, des livres de bibliothèque, assez pour gérer les petits bobos sans autre passage aux urgences. Juste vous et votre frère ? Oui, depuis la mort de papa. Maman est partie quand j'avais 12 ans. Clara attacha la gaze avec du sparadrap, peut-être plus fermement que nécessaire. Juste nous deux contre le monde. Damian observa son visage à la lumière de la lanterne. Quel âge a-t-il ? 17 ans, dernière année de lycée. Il est intelligent, vraiment intelligent. Il veut aller à l'université. Sa voix se brisa légèrement. « Si je peux trouver comment payer. Et vous travaillez dans ce restaurant ?»« Et je travaille dans ce restaurant. » Clara recula, examinant son travail. Des doubles shifts la plupart du temps. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose. Damian resta silencieux un instant. « Alors votre père a construit tout cela ?» Clara regarda autour d'elle dans le garage. C'était un mécanicien, un bon. Il travaillait sur les voitures de tous ceux qui avaient besoin d'aide, légale ou non. Il ne jugeait pas. Il disait « Tout le monde mérite une chance d'aller de l'avant. » Elle toucha une clé à molette sur l'établi, ses doigts traçant le manche usé. « Il vous aurait aidé, vous aussi. » Sans poser de questions. « Mais vous n'êtes pas votre père. »« Non, je ne le suis pas. » Clara croisa son regard. « Je déteste ce que vous représentez. Tout ce que vous faites au quartier comme celui-ci. La drogue, la violence, la peur. L'ami de mon frère a été pris dans des tirs croisés l'année dernière. 14 ans. Mauvais endroit. Mauvais moment. « Je suis désolé, » répéta Damian. « Arrêtez de dire ça. » La voix de Clara se durcit. « Vous n'êtes pas désolé, vous êtes juste désolé que cela vous ait dérangé. » Damian soutint son regard. « Vous avez raison, je ne suis pas un homme bon, Clara. J'ai fait des choses qui vous empêcheraient de dormir la nuit, mais je n'ai pas tiré sur cet enfant. Et les gens qui me chassent en ce moment, ils sont pires. C'est un niveau très bas. C'est mon seul niveau. » Clara se détourna, s'affairant à ranger la trousse de premiers secours. Dehors, elle entendit le lointain hurlement des sirènes. La ville ne dormait jamais, ne cessait jamais de saigner. « Vous avez besoin de repos, » dit-elle finalement. « Quelques heures au moins. Il y a un lit de camp dans l'arrière-salle. Mon père y dormait quand il travaillait tard. Et vous ?
Je dois monter à l'étage, vérifier qu'Ellie va bien. » Clara se dirigea vers la porte. « Je reviendrai avant le lever du soleil. J'apporterai de la nourriture, des vêtements propres, puis vous partirez. Et nous n'en parlerons plus jamais. » Clara. Elle s'arrêta, la main sur la porte. « Merci, » dit Damian doucement. « Pour information, vous m'avez sauvé la vie ce soir. » Clara ne se retourna pas. « Oui, je commence à le regretter. » Mais alors qu'elle se glissait dans la nuit, laissant le parrain de la mafia dans le garage de son père, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir en sens inverse. Et quelque part dans l'obscurité, les costauds chassaient encore. Clara grimpa l'escalier de secours rouillé derrière le bâtiment, ses jambes lourdes d'épuisement. 3 étages plus haut, une fenêtre qu'elle ne fermait jamais correctement. Elle se glissa à l'intérieur, atterrissant doucement dans sa petite cuisine. L'appartement était sombre et silencieux. Elle resta là un instant, laissant ses yeux s'habituer, écoutant les sons familiers de la maison. Le bourdonnement du réfrigérateur, la télévision des voisins filtrant à travers les murs minces. La respiration douce de son frère depuis la chambre au bout du couloir. Normal. Tout était normal, sauf que ses mains tremblaient encore. Clara se déplaçait dans l'appartement comme un fantôme, vérifiant la porte d'entrée, verrouillée et enchaînée, puis regardant à travers les stores, la rue en contrebas. Un SUV noir passa lentement, son projecteur balayant les voitures garées et les entrées. Son sang se glaça, ils étaient là, dans son quartier, à chasser. Elle laissa tomber les stores et se détourna, son cœur battant à tout rompre. Penser, elle devait penser. Mais l'épuisement la submergeait, et le choc d'adrénaline la frappait de plein fouet. La table de cuisine était enfouie sous une montagne d'enveloppes. Des factures, toujours des factures. Clara s'effondra sur une chaise et les fixa sans les voir. Facture médicale de l'accident d'Ellie. Loyer en retard de 2 semaines. Électricité, eau, paiement de prêts étudiants. Qu'elle esquivait depuis 3 mois. « De toutes les personnes qui auraient pu se retrouver dans ma voiture, » murmura-t-elle à la pièce vide. « Un gangster, un chef de la mafia. » Le genre d'homme exact dont son père l'avait prévenu, même s'il réparait leur voiture et prenait leur argent. « Reste loin de cette vie, Clara, » il avait dit. Elle engloutit les gens et ne les recrache jamais. Et maintenant, elle en cachait un dans son garage. Clara pressa ses paumes contre ses yeux. Elle devrait appeler la police, dénoncer Damian, affirmer qu'il l'avait forcée sous la menace d'une arme, ce qui n'était pas loin de la vérité. Mais elle se souvint alors de la façon dont ses SUV s'étaient déplacés. Coordonnée, professionnelle, la façon dont les yeux de Damian avaient en l'air quand il avait dit qu'il la tuerait, juste pour être sûr. Il ne mentait pas. Elle était dedans maintenant, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, dans le garage en dessous, Damian ne pouvait pas dormir. Son bras le lançait malgré le pansement soigné de Clara. Mais la douleur n'était pas ce qui le tenait éveillé. C'était l'arithmétique de la trahison. Il était assis sur le lit de camp poussiéreux dans l'arrière-salle, une couverture empruntée sur ses épaules, et refit les calculs. Seules 3 personnes étaient au courant de la réunion de ce soir avec les costos. Lui-même, Marco et Vincent, son conciliaire, son bras droit depuis 8 ans. Vincent, l'homme derrière le choix de cet endroit. Vincent, celui qui avait insisté pour réduire au minimum les effectifs de sécurité, craignant d'alerter Marco. Vincent, enfin, qui avait opportunément inspecté le périmètre juste au moment où les coups de feu avaient éclaté. La mâchoire de Damian se serra. Il avait bâti son empire sur la fidélité et la confiance. Quelqu'un l'avait trahi. La question subsistait. Pourquoi? L'argent, la peur, l'ambition, peu importe. La trahison était la trahison. Il sortit le téléphone jetable qu'il gardait toujours dans la poche intérieure de sa veste. Une ligne que les Castellanos ignoraient. 3 appels, tous aboutissant à une boîte vocale. Tony, son chauffeur, mort ou capturé. Marco, un membre de son équipe, aucune réponse. Les types des docks, rien. Chaque ligne compromise, chaque connexion coupée. Damian Rousseau, qui commandait une armée la veille, était seul ce soir. Il pensa à Clara, la serveuse fatiguée, aux mains calleuses et à la volonté d'acier. Elle aurait pu crier. Au lieu de cela, elle l'avait conduit à travers une zone de guerre avec l'assurance de quelqu'un qui en a l'habitude. Et elle le détestait. Il l'avait lu dans ses yeux lorsqu'elle avait reconnu son nom. Pas de la peur, mais de la haine, celle qui naît en voyant son quartier saigner pendant que des hommes comme lui s'enrichissent. Elle n'avait pas tort. Dehors, le vrombissement d'un moteur se fit entendre. Damian se dirigea vers la petite fenêtre crasseuse et jeta un œil à travers une fente dans les planches. Un autre SUV rampait dans l'allée. Des projecteurs balayaient les environs.
Il ne lâchait rien. Dans les rues, Franchi, un homme au cou de taureau, lieutenant de Marco Castellano, s'adossa à un SUV et alluma une cigarette. Autour de lui, le quartier sud s'était transformé en terrain de chasse. « Un signe » demanda-t-il à sa radio. « Négatif » répondit une voix. « On a fouillé tous les garages de la 5e. Rien. Continuez à chercher. Il perd du sang. Il n'a pas pu aller loin. » Ils avaient déployé 8 véhicules, 20 hommes et suffisamment d'argent pour acheter le silence de chaque propriétaire de dépanneur et de chaque dealer de rue dans un rayon de 6 pâtés de maison. La nouvelle circulait. 50 000 $ pour toute information sur Damian Russo. Sans poser de questions. Franchi avait déjà payé 2 policiers de quartier pour qu'ils ferment les yeux. Les ponts étaient sous surveillance. Les autoroutes avaient des guetteurs. Chaque sortie du quartier sud était bloquée. Russo était piégé. Ce n'était qu'une question de temps. Le patron le veut vivant, rappela Franchi à son équipe. Mais pas trop vivant, vous comprenez? Des rires crépitèrent à la radio. Franchi tira une longue bouffée de sa cigarette. Quelque part là-bas, Damian Russo se cachait comme un rat. Et quand il le trouverait, et il le trouverait, Franchi savourerait personnellement la collecte de la prime. Il remonta dans le SUV. Vérifions encore une fois le quartier industriel. Et que quelqu'un parle aux travailleurs de nuit, aux serveuses, aux gardes de sécurité, aux concierges. Quelqu'un a vu quelque chose. Le SUV avança, son projecteur tranchant les ténèbres. Derrière une douzaine de fenêtres, des gens regardaient et restaient muets. De retour dans l'appartement, Clara quitta enfin la table de la cuisine. Elle vérifia une dernière fois Ellie, toujours endormi, merveilleusement inconscient, puis attrapa un sac de sport dans son placard, des vêtements propres, des barres de céréales, de l'eau en bouteille, un atlas routier que son père gardait dans la boîte à gants. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ses bagages, ne savait pas ce que le matin apporterait, mais quelque chose lui disait que les prochaines 48 heures changeraient tout. Dehors, un autre SUV patrouilla. Le quartier retenait son souffle, et dans le garage en contrebas, Damian Russo était assis dans l'obscurité et planifiait son prochain mouvement, sachant que l'ennemi le plus dangereux n'était pas celui qui le chassait de l'extérieur. C'était celui qui s'était déjà approché suffisamment pour appuyer sur la détente. Clara revint au garage juste avant l'aube, le sac de sport en bandoulière et un thermos de café à la main. Elle avait dormi à peine 1 heure, un sommeil agité, peuplé de cauchemars de projecteurs et de coups de feu. La porte du garage grinça quand elle entra. Damian était déjà réveillé, debout près de la fenêtre, observant l'allée à travers une fente dans les planches. Il avait trouvé l'une des vieilles chemises de travail de son père et l'avait enfilée par-dessus ses pansements. Elle était trop petite aux épaules, mais propre. « Tu es revenu ?» dit-il sans se retourner. « Ne sois pas si surpris, » répondit Clara en posant le sac d'un coup sourd. « J'ai apporté des vêtements, de la nourriture. Tu dois partir. Je sais. Je veux dire maintenant, ce matin, avant, je ne peux pas. » La colère de Clara jaillit. « Oui, tu peux. Tu franchis cette porte. Tu disparais dans n'importe quel trou où les gens comme toi disparaissent. Et je retourne à ma vie. » Damian se tourna enfin vers elle. « Tu crois que c'est si simple? Je pense que tu n'es plus mon problème. » Faux. Sa voix était calme, mais ferme. Tu es sur les images de surveillance du parking du dîner. Tu es sur chaque caméra de circulation entre là et ici. Les Castiano ne sont pas stupides. Ils trouveront ces images avant midi s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils identifieront ta voiture, tes plaques, ton visage. Le thermos de café glissa des mains de Clara. Non, ils ne le feraient pas. Ils le feraient. Ils le feront. Damian s'approcha, son expression grave. Clara, dès l'instant où je suis monté dans ta voiture, tu es devenue partie prenante. Fuir ne servira à rien. Faire semblant que ça n'est jamais arrivé ne servira à rien. La seule chose qui aide maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout. Jusqu'où? La voix de Clara monta en flèche. Jusqu'à ce que tu sois tué, que je sois tué, que mon frère devienne un dommage collatéral dans ta guerre de gang? Non. La mâchoire de Damian se serra. Jusqu'à ce que j'y mette fin définitivement. Clara rit, un son aigu et amer. Tu es un homme seul, qui saigne, chassé. Tu penses que tu peux juste... Quoi? Gagner une guerre depuis le garage de mon père? J'ai gagné des guerres avec moi. Mon Dieu, écoute-toi. Clara se détourna, passant ses mains dans ses cheveux. Vous, les gens, vous êtes tous pareils. Si certains d'entre vous sont invincibles, les règles ne s'appliquent non pas à vous. Pendant ce temps, le reste d'entre nous essaie juste de survivre aux dégâts que vous laissez derrière. Tu as raison, dit Damian. Elle se retourna. Quoi? Tu as raison, répéta Damian. J'ai laissé des dégâts, des vies détruites, fait des choix qui m'ont empêché de dormir la nuit. Il marqua une pause. Mais je suis aussi la seule chose qui se dresse entre toi et les Castianos en ce moment.
Alors, tu peux me détester autant que tu veux, je l'ai bien mérité, mais si tu veux protéger ton frère, tu as besoin de moi en vie. J'ai besoin que tu partes. C'est la même chose. Finalement, Damien se dirigea vers l'établi, prit l'atlas routier qu'elle avait apporté. Mais d'abord, j'ai besoin de joindre mes contacts, ceux en qui je peux encore avoir confiance. Et pour cela, j'ai besoin de traverser la ville sans me faire tirer dessus, ce qui signifie que j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ces rues mieux que les Castellanos. Clara le regarda. « Tu es fou. » « Probablement. » Il déplia l'atlas. « À quel point connais-tu le nord de la ville ? » ?»« Ne fais pas ça, Clara. » Il la regarda dans les yeux. « Dans 48 heures, ça se termine. Je recontacte mon équipe. Nous nous occupons des Castellanos, et je disparais de ta vie pour toujours. Mais je ne peux pas le faire seul, pas cette fois. Pourquoi devrais-je t'aider ? Parce que tu l'as déjà fait. La voix de Damien s'adoucit. Et parce que je te promets maintenant que ton frère restera en sécurité. Peu importe ce qui m'arrive, Ellie ne sera pas touchée. Je m'en assurerai. Tes promesses ne signifient rien. Elles signifient tout. Il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux maintenant. J'ai enfreint beaucoup de règles, Clara, fait des choses que je ne peux pas annuler, mais je tiens ma parole, toujours. C'est la seule monnaie qui compte dans mon monde. Clara voulait discuter, voulait lui crier de partir, de prendre son argent sale, ses promesses brisées et de sortir de sa vie. Mais elle regarda son visage, épuisé, déterminé, sincère, et sentit quelque chose changer. Il disait la vérité. Du moins, il croyait la dire. 48 heures, dit-elle doucement. 48 heures, et ensuite tu partiras pour toujours. Tu ne me reverras plus. Clara ferma les yeux, sentant le poids des décisions se poser sur ses épaules. Elle pensa à Ellie, encore endormie à l'étage. Pensa aux factures sur la table et à la vie qu'elle avait tant lutté pour bâtir à partir de rien. Pensa à son père, qui avait aidé quiconque le demandait, peu importe de quel côté de la loi il vivait. Peut-être lui ressemblait-elle plus qu'elle n'avait voulu l'admettre. « Je connais des itinéraires, » dit-elle finalement. « Des routes secondaires, des zones industrielles, des endroits où la police ne patrouille pas. Je peux te faire traverser la ville sans emprunter les grandes artères. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais j'ai des règles. » Clara s'approcha, sa voix dure. « Nous ne blessons personne qui ne le mérite pas. Nous n'impliquons pas de civils. Et si je dis que c'est trop dangereux, nous arrêtons. Marché conclu. » Damien tendit sa bonne main. Marché conclu. Clara hésita, puis la serra. Sa poigne était ferme, chaude malgré le froid du garage. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda-t-elle. « Maintenant. » Damien plia l'atlas. « Il y a une station-service abandonnée du côté est. Un vieil ami à moi la tenait avant de se retirer. Si je peux l'atteindre, je pourrai prendre contact avec des gens de confiance. Le côté esgrouillé de Castellanos. Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. » Clara prit le sac de sport, ses mains stables maintenant. La décision était prise. Pour le meilleur ou pour le pire, elle s'y était engagée. « Allons-y, » dit-elle, « avant que je ne change d'avis. » Ils montèrent dans la Honda alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances de sang et d'or. La ville se réveillait, et la chasse aussi. La lumière de l'aube filtrait à travers des pare-brises crasseux, tandis que Clara manœuvrait la Honda à travers un labyrinthe de routes de service et d'allées oubliées. La ville avait l'air différente à cette heure, plus douce, presque innocente, avec des travailleurs se rendant à leur premier quart, des camions de livraison faisant leur tournée. Un monde qui ignorait la guerre qui se déroulait dans ses ombres. Damien était assis bas sur le siège passager maintenant. Une casquette de baseball tirée sur son visage. Une des vieilles vestes de son père recouvrait ses vêtements coûteux. Pour quiconque jetait un coup d'œil, il ressemblait à un simple ouvrier prenant un taxi. « Prends la prochaine à droite », dit-il doucement. Puis suis la route de service derrière le parc industriel. Clara obéit, ses mains détendues sur le volant maintenant. La terreur initiale s'était dissipée, laissant place à un étrange calme. Peut-être était-ce le choc, peut-être était-ce l'acceptation. Quoi qu'il en soit, elle se sentait étrangement concentrée. La station-service, à quelle distance ? 5 kilomètres à l'est, près de l'ancien passage à niveau. Damien vérifia le rétroviseur pour la énième fois. Elle était fermée depuis 5 ans. Mon ami, Sal, la faisait fonctionner comme une façade, une affaire propre en surface, d'autres arrangements en dessous. L'ancien propriétaire s'était retiré en Floride, mais le bien demeurait sous le contrôle d'une fiducie qu'il gérait. Une stratégie à la fois opportune et astucieuse. Damien ajusta sa casquette. Je possède 13 propriétés réparties dans toute la ville. La plupart des gens ignorent leur existence. Des refuges, des points de rencontre,
des lieux de stockage. Quand vous évoluez dans l'ombre, vous avez besoin d'endroits où vous dissimulez. Clara prit un virage serré à gauche, traversant un stationnement désert pour éviter une intersection achalandée. Ça doit être agréable. Je peux à peine me permettre un seul appartement. Il ne s'agit pas d'agrément, mais de survie. C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous survivez avec des planques et des comptes à l'étranger. Moi, je survis avec des doubles quarts de travail et la prière. Damian resta silencieux un instant. Depuis combien de temps travaillez-vous au restaurant? Depuis des années, depuis que papa est mort et que les factures ont commencé à s'accumuler. Clara s'engagea sur une étroite voie d'accès bordée d'entrepôts. Pourquoi cette question? Pure curiosité. Ne quoi? N'essayez pas d'humaniser la situation. La voix de Clara se durcit. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas partenaires. C'est une transaction. 48, heures, et ensuite, vous disparaîtrez. C'est clair? Entendu. Cependant, son regard ne la quittait pas, et Clara ressentait le poids de son attention. Cela la troublait, non par menace, mais parce que cela semblait sincère, comme s'il la voyait réellement, pas seulement comme un moyen d'atteindre un but, mais comme une personne. Personne ne l'avait regardée ainsi depuis des années. La route de service serpentait à travers une zone industrielle, des usines abandonnées, des machines rouillées, des pâtés de maisons entiers témoignant d'un effondrement économique. Clara connaissait ces rues. Elle les avait parcourues 1 millier de fois, empruntant des raccourcis pour éviter la circulation, trouvant des itinéraires qui lui faisaient se gagner de précieuses minutes et de l'argent d'essence. « Vous connaissez vraiment la ville », observa Damian. « On apprend la carte quand chaque minute compte. Quand être en retard signifie perdre un quart de travail. Perdre un quart de travail signifie ne pas payer le loyer. » Clara contourna un nid de poule qui aurait pu engloutir un pneu. On apprend l'efficacité quand on ne peut pas se permettre d'erreur. J'ai appris de la même manière, circonstances différentes, même principe. Clara le regarda. Vous n'avez pas toujours été... Elle fit un geste vague. Riche, puissant. Le sourire de Damian fut ténu. Non, j'ai grandi dans un appartement de deux pièces sur les quais. Mon père s'est tué au travail à charger des navires. Ma mère nettoyait des maisons jusqu'à ce que ses mains saignent. J'ai appris très tôt que le monde ne vous donne rien. Vous le prenez ou vous mourrez en essayant. Alors, vous avez choisi le crime. C'était de la survie. Le crime n'était que la méthode. C'est une excuse commode. C'est une excuse honnête. Clara ouvrit la bouche pour rétorquer, puis aperçut le poste de contrôle. Deux SUV bloquaient la route devant eux, garés en biais pour former un goulet d'étranglement. Des hommes en vêtements sombres scrutaient en chaque véhicule qui passait. L'un d'eux tenait une tablette, vérifiant probablement les plaques d'immatriculation dans une base de données. « Merde !» souffla Clara. « Ne vous arrêtez pas, » dit Damian d'une voix calme. « Ne fuyez pas. Ralentissez simplement, naturellement. Ils vous verront. Non, ils verront un couple. » Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Clara, écoutez-moi. Nous sommes ensemble. Nous sommes fatigués. Nous avons passé la nuit blanche. La voiture est tombée en panne plus tôt, mais nous l'avons remise en marche. Nous essayons simplement de rentrer à la maison. Pouvez-vous faire ça? » Son cœur battait la chamade. « Regardez-moi. » Elle le fit. Ses yeux étaient calmes, rassurants. Son pouce traçait un petit cercle sur le dos de sa main. « Vous êtes plus forte que vous ne le croyez, » chuchota-t-il. « Respirez, souriez, tout va bien se passer. » Clara prit une inspiration tremblante et relâcha l'accélérateur, laissant la Honda avancer vers le poste de contrôle. L'un des hommes leva la main, lui signalant de s'arrêter. Elle obtempéra, baissant sa vitre. « Bonjour, » dit l'homme. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux froids qui en avaient trop vu. Un peu tôt pour être dehors? Problème de voiture, dit Clara, forçant un sourire fatigué. Elle serra la main de Damian, pas pour le spectacle, mais pour le courage. Tombée en panne près de l'autoroute, il nous a fallu une éternité pour la remettre en marche. L'homme jeta un coup d'œil à Damian derrière elle. C'est ça? Damian souleva légèrement sa casquette, offrant un hochement de tête lasse. L'alternateur lâche. Il faut l'emmener au garage avant qu'il ne rende l'âme complètement. Où allez-vous? À la maison, dit Clara. Dans le quartier de Pilsen. Nous avons passé la nuit blanche. Je veux juste un café et mon lit. L'homme les étudia. Clara sentit une goutte de sueur couler le long de sa colonne vertébrale. À côté d'elle, la main de Damian restait ferme dans la sienne. Finalement, l'homme recula. D'accord, faites vérifier cet alternateur. Je ne veux pas que vous soyez à nouveau en panne. Nous le ferons, merci. Clara avança lentement. Chaque muscle était tendu. Dans le rétroviseur, elle regarda l'homme se tourner vers son partenaire. Pas d'appel radio, pas d'alarme.
Ils avaient été convaincus. 100 mètres plus loin, Clara laissa échapper un rire tremblant. « On a vraiment... Vous avez été formidable, » dit Damian. Il relâcha sa main, mais lentement, comme à regret. La paume de Clara était froide, là où sa chaleur avait été. C'était fou. C'était du travail d'équipe, Damian montra du doigt. Là, voyez cette clôture? La station-service est juste au-delà. Clara s'engagea sur une route d'accès envahie par la végétation. Les amortisseurs de la Honda gémissaient sur l'asphalte cassé. Et elle était là, une structure squelettique aux fenêtres barricadées et aux herbes folles poussant à travers le béton. Oubliée, parfaite. Elle se gara derrière le bâtiment, à l'abri des regards de la route. « Nous y sommes, » dit-elle, presque surprise. Damian sourit, un vrai sourire cette fois, pas le masque prudent qu'il portait habituellement. « Nous y sommes. » Et juste un instant, Clara lui rendit son sourire. À l'intérieur de la station-service abandonnée, des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil filtrant à travers les planches brisées. Damian se dirigea vers ce qui avait été autrefois le bureau de l'arrière-boutique, maintenant réduit à des étagères vides et une armoire de classement rouillée. Il souleva une latte de plancher lâche, révélant un compartiment caché. « Vous vous moquez de moi ?» dit Clara depuis la porte. Damian sortit une boîte métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, de l'argent, trois téléphones jetables, un pistolet et un jeu de fausses identités propres. Des cages de survie, j'en ai dispersé partout dans la ville. On dirait un roman d'espionnage. Cela m'a maintenu en vie jusqu'à présent. Il mit le pistolet et l'un des téléphones dans sa poche, puis tendit une liasse de billets à Clara pour les provisions. De l'eau, de la nourriture, tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour les un ou deux prochains jours. Il y a un dépanneur à trois pâtés de maisons au sud. Clara fixa l'argent, des billets de 100 $, plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. « Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas un cadeau, c'est de la logistique. » Damian lui pressa l'argent dans la main. « Nous avons besoin de provisions. Je ne peux pas y aller. Un calcul simple. » Elle voulait refuser, voulait le lui jeter à la figure, mais elle pensa au réfrigérateur vide à l'étage, à Ellie, qui aurait besoin de petit déjeuner, à la réalité pratique des 48 prochaines heures. « Ah, très bien, » dit-elle, rangeant les billets dans sa poche. « 20 minutes. Soyez prudente, restez vigilante. » Clara leva les yeux au ciel. « Je me débrouille seule depuis longtemps. » Alors que la Honda s'éloignait, Damian porta son attention sur le téléphone jetable. Il l'alluma, observant les barres de signal grimper. Un seul appel. Il pouvait risquer un seul appel pour tâter le terrain. Il composa un numéro de mémoire. Cela sonna quatre fois avant de se connecter. « Oui ?» Une voix prudente. Joey, l'un de ses agents de terrain. « C'est moi. » Silence. Puis, « Patron. Jésus. Tout le monde vous croyait mort. » Pas encore. Damian garda sa voix basse. « Qui me cherche? » « Tout le monde, mec. Costiano a tout le sud de la ville sous son contrôle. Ils percent pour des informations, ils font pression sur les gens. Mais, patron, ce n'est pas le pire. » La poigne de Damian se resserra sur le téléphone. « Parlez. C'est Vincent, votre conseiller. On dit dans la rue qu'on l'a vu avec Marco Castellano. Pas comme une scène d'otage, comme une rencontre. » La confirmation frappa Damian comme une seconde balle. Il s'en doutait, mais l'entendre à voix haute le rendait réel. « Quand ?» demanda-t-il. « Ce matin, tôt, un entrepôt dans le quartier ouest. » L'esprit de Damian s'emballa sur les implications. Vincent n'avait pas seulement divulgué le lieu de la réunion, il travaillait activement avec les Costianos. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Joey, écoutez attentivement. Je dois vous demander de disparaître pendant quelques jours. Ne dites à personne où vous allez. Ni à votre petite amie, ni à votre mère. À personne. Patron, qu'est-ce qui se passe? Une purge. Et j'ai besoin de personnes en qui j'ai confiance encore en vie quand ce sera terminé. Damian fit une pause. Pouvez-vous faire ça? Oui, je peux faire ça. Bon garçon. Damian raccrocha et écrasa le téléphone sous son talon. Vincent, son bras droit pendant 8 ans. L'homme qu'il avait aidé à bâtir cet empire à partir de rien. L'homme en qui il avait confiance pour sa vie. Pourquoi? De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt converti, Vincent Rossi était assis en face de Marco Castellano, sous une lumière fluorescente crue. L'entrepôt était vide, à l'exception d'eux, et de la garde personnelle de Marco. Deux hommes silencieux, aux yeux éteints, qui ne s'éloignaient jamais de leur patron. « Il est toujours là, » dit Marco, allumant un cigare. « Votre livraison promise est en retard, Vincent. Il est ingénieux, je vous l'ai dit.
Le costume de Vincent était impeccable, ses mains fermes. Aucun signe de nervosité. Mais il est blessé, isolé et à court d'options. Ce n'est qu'une question de temps. Du temps que je paie, Marco rejeta un nuage de fumée sur la table. Chaque heure où Rousseau respire est une heure où ma réputation en souffre. Les autres familles observent, attendant de voir si je peux terminer ce que j'ai commencé. Ce n'est pas vous qui avez commencé, c'est moi. Le sourire de Vincent était ténu. Et c'est moi qui le terminerai. Mais ces choses demandent de la finesse. De la finesse? Marco rit. Un son rauque et strident. Vous avez vendu votre patron, Vincent. Cela ne demande pas de finesse. Cela demande de la cupidité. Appelez cela comme vous voulez. Je préfère le terme de repositionnement stratégique. Vincent se pencha en arrière. Le temps de Damian est révolu. Il est trop prudent, trop contrôlé. Sous ma direction, avec votre soutien, nous pouvons étendre les opérations dans des territoires qu'il n'aurait jamais osé toucher. Votre direction? Marco l'étudia à travers un voile de fumée de cigare. Vous pensez vraiment que vous pouvez maintenir son équipe unie après l'avoir trahi? Ceux qui comptent suivront l'argent et le pouvoir. Ceux qui ne suivent pas, Vincent haussa les épaules, ne seront pas un problème. Les gardes de Marco se déplacèrent légèrement, leurs mains se dirigeant vers des armes dissimulées. Le message était clair. Vincent était utile maintenant, mais sa durée de vie dépendait entièrement de la livraison de la tête de Damian. « Nous resserrons le filet », dit Marco. « Des postes de contrôle sur toutes les grandes routes, des patrouilles dans le quartier sud, la pression sur quiconque pourrait le cacher. S'il tente de bouger, nous le verrons. »« Il bougera », dit Vincent avec assurance. « Damian ne peut pas rester immobile, ce n'est pas dans sa nature. Il va tenter de regrouper son équipe, de consolider sa position, et quand il le fera, nous serons là, à l'affût. » Marco se leva, signifiant la fin de la réunion. « Tu ferais mieux de l'espérer, car si Rousseau nous échappe, c'est toi qui devras en expliquer la raison. » Vincent observa Marco s'éloigner, flanqué de ses gardes personnels, tandis que l'entrepôt retombait dans un silence que seul rompait le bourdonnement des néons fluorescents. Il saisit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, » dit-il dès que la communication fut établie. « Renforcez les patrouilles dans les quartiers sud, y compris les zones industrielles. Rousseau aura besoin de ravitaillement, de contacts, de transport. Il refera surface, et quand cela arrivera, je veux être informé immédiatement. » Il raccrocha et esquissa un léger sourire. 8 années passées dans l'ombre de Damian, 8 années à exécuter des ordres, à voir un autre récolter la gloire alors qu'il abattait le véritable travail. C'était fini. Demain, Damian Rousseau serait mort et Vincent hériterait d'un empire. De retour à la station-service, Clara revint avec deux sacs de provisions. Elle trouva Damian debout devant la fenêtre, fixant le vide, le visage assombri. « Ça va ?» demanda-t-elle. « C'est Vincent, » répondit-il d'une voix basse. « Mon concierge, il m'a trahi. » Clara déposa les sacs, elle ne savait que dire. Dans son univers, la trahison venait de petits amis qui volèrent l'argent du loyer, ou d'amis qui vous calomniaient derrière le dos. Mais ça, c'était différent. C'était mortel. « Je suis désolé, » finit-elle par articuler. Damian se tourna vers elle, et Clara décela quelque chose de nouveau dans ses yeux, ni colère, ni douleur, mais une froideur saisissante. « Ne le sois pas, » dit-il, « parce que maintenant, je sais exactement qui tu es. » À la tombée de la nuit, ils étaient de nouveau en mouvement. Damian devait rejoindre le centre-ville, plus précisément le quartier où son fidèle lieutenant, Marco Knuckles Delgado, dirigeait une entreprise de sécurité légitime servant de couverture. Si quelqu'un pouvait rallier les fidèles restes de l'équipe de Damian, c'était bien Knuckles. Mais pour y arriver, il fallait traverser le cœur de la ville, jalonné de points de contrôle et de zones de patrouille. « Les autoroutes sont interdites », déclara Clara, étudiant l'atlas routier à la lueur de sa lampe de poche. « Beaucoup trop exposé. Mais il y a un parking souterrain qui est relié aux anciens tunnels de métro. Un tunnel d'entretien passe sous trois pâtés de maisons. Comment connais-tu ça? Mon ex faisait des affaires là-bas, avant qu'il ne soit arrêté. » Elle traça l'itinéraire du doigt. « Si nous atteignons le parking, nous pourrons emprunter les tunnels pour nous rapprocher du centre-ville, sans être vus depuis la rue. » Damian l'observa dans la pénombre. « Tu as eu une vie assez mouvementée pour une serveuse. Tu n'as pas le droit de juger mes choix de survie. »« Je ne juge pas, je suis impressionné. » Clara sentit la chaleur monter à ses joues et détourna le regard. « Allons-y. » Ils traversèrent la ville comme des fantômes, Clara naviguant à travers des rues secondaires et des zones résidentielles où les patrouilles de Castellano étaient plus espacées. La Honda se fondait parfaitement dans le décor. Ce n'était qu'une autre voiture cabossée dans un quartier populaire. La structure de stationnement se dressait devant eux.
Une monstruosité de béton descendant sur 6 niveaux sous terre. Clara s'engagea dans l'entrée, le bras de la barrière étant levé et abandonné. La structure était vouée à la démolition depuis des années, prise dans un imbroglio juridique, parfait pour leur dessein et parfait pour une embuscade. Quelque chose cloche, murmura Clara alors qu'ils descendaient la première rampe. Damien le sentait lui aussi. La structure était trop silencieuse, trop vide. Continue, mais ralentie. Les phares de la Honda persillent l'obscurité, tandis qu'ils serpentaient vers le bas. Niveau 2, 2. Niveau 3, 3. Des graffitis recouvraient les murs. Des voitures abandonnées reposaient sur des pneus crevés, vestiges de pivins impayés. Puis Clara la vit. Des traces de pneus fraîches sur le béton poussiéreux. Damian. Des phares s'allumèrent brusquement derrière eux. « Roule !» hurla Damian. Clara accéléra à fond. Le moteur de la Honda hurla, tandis qu'elle prenait le virage, les pneus crissant. Derrière eux, un SUV vrombissait et s'engageait à leur poursuite. Ils les attendaient. Les jointures de Clara blanchirent sur le volant. Continue de descendre. Elle prit la rampe suivante à une vitesse dangereuse. La voiture gémissant. Niveau 4, 4. Le SUV restait collé à eux, son moteur puissant réduisant l'écart. Clara aperçut deux hommes à l'intérieur, le conducteur et un passager avec une radio. Ils étaient en train d'appeler des renforts. Ce pilier de soutien, indiqua Damian. Mets-le-toi derrière. Clara braqua brusquement le volant. La Honda glissa derrière un énorme pilier de béton. Le SUV passa en trombe, les freins hurlant alors qu'il tentait de corriger sa trajectoire. Clara enclencha la marche arrière, recula de 20 pieds, 6,09 mètres, puis s'engagea dans une autre voie, remontant au lieu de descendre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Damian. « Je fais confiance à mon instinct. » Elle avait raison. Deux autres SUV descendèrent d'en haut, tentant de les encercler. Le demi-tour de Clara les prit de court. Elle dépassa le premier SUV avant qu'il ne puisse réagir, remontant vers le niveau 3. Mais les trois véhicules étaient maintenant derrière eux, coordonnant leur action. « Nous sommes piégés ici, » dit Damian, cherchant des issues. L'esprit de Clara s'emballa. La structure était un labyrinthe, mais elle y avait passé des heures des années auparavant, attendant son ex qui traitait des affaires. Elle connaissait sa disposition, ses particularités. « Le système d'alarme, » dit-elle soudain. « Il est toujours actif au niveau 2. Alors accroche-toi. » Elle prit le virage suivant à une vitesse folle, les pneus fumant. Niveau 3, niveau 2. Les SUV gagnèrent du terrain, leur moteur supérieur engloutissant la distance. Clara entendait leur radio crépiter, coordonnant le piège. Elle repéra ce qu'elle cherchait, un poste d'alarme incendie sur le mur. Sans ralentir, elle lança violemment une bouteille d'eau qu'elle avait achetée plus tôt. Elle se fracassa contre la tirette d'alarme. Instantanément, les sirènes hurlèrent. Les gicleurs arrosèrent tout le niveau. Les lumières d'urgence stroboscopiques clignotaient en rouge et blanc. Les SUV hésitèrent, déconcertés par le chaos. Clara profita de ces précieuses secondes pour s'engouffrer dans une étroite allée de maintenance, à peine plus large que sa Honda. Les SUV ne pouvaient pas la suivre. Trop gros, trop large. Elle entendit des cris furieux, le fracas du métal, alors que l'un d'eux tentait quand même sa chance, raclant son côté contre le béton. « Il y a une sortie de service, » dit-elle, haletante. Entrée de quai de chargement. Elle les y reliait au... Un troisième SUV apparut devant eux, bloquant la route. Clara freina brusquement. La Honda dérapa, faisant un demi-tour, 180 degrés sur elle-même. Elle passa en marche avant et accéléra à fond, repartant dans la direction d'où il venait, droit vers le SUV qui s'était retrouvé coincé dans l'allée étroite. « Clara !» Damian s'agrippa au tableau de bord. Elle vira à droite à la dernière seconde, se faufilant dans un espace entre le SUV bloqué et le mur. La peinture racla, le métal grinça, le rétroviseur latéral s'arracha, mais ils passèrent. La sortie de service apparut, une rampe menant à un quai de chargement et à un accès à la rue, presque arrivée. Une silhouette s'avança sur leur passage. L'un des éclaireurs de Castellano, radio à la main, levant une arme. Damien était déjà en action. Il ouvrit sa porte alors que Clara virait brusquement. La porte percuta l'éclaireur à la poitrine, le projetant à terre. Damien sortit en un instant, se déplaçant avec une précision mortelle malgré son bras blessé. L'éclaireur tâtonna pour attraper son arme tombée. Damien y arriva le premier. Courte lutte, un son étouffé. L'éclaireur s'affaissa. « Remonte !» cria Clara. Damien plongea sur le siège passager. Clara accélérait déjà sur la rampe,
traversant le quai de chargement et débouchant dans l'air béni de la rue. Derrière eux, les alarmes du parking continuaient de hurler. Les SUV devraient naviguer à contresens, faisant face au chaos qu'elle avait créé. Ils avaient gagné quelques minutes, peut-être plus. Clara ne ralentit pas avant d'avoir parcouru 6 pâtés de maison et de s'être engouffrée dans une ruelle derrière une épicerie fermée. Puis, elle coupa le moteur et resta là, tremblante, l'adrénaline inondant son système. C'était incroyable, dit Damian calmement. Clara éclata de rire, un rire aigu, presque hystérique. C'était insensé. Nous avons failli mourir au moins quatre fois. Elle se tourna pour le regarder. Son visage était rouge, ses yeux brillants. Il semblait plus vivant qu'elle ne l'avait jamais vu. Et malgré tout, malgré le danger, la peur et l'impossibilité de la situation, elle le ressentait elle aussi. Ils avaient pire survécu ensemble. Ton frère serait fier, dit Damian. La façon dont tu as géré ça, la plupart des conducteurs expérimentés n'auraient pas pu. Ne fais pas ça, l'interrompit doucement Clara. Ne fais pas de ça une question d'habileté ou d'entraînement. Nous avons juste eu de la chance. Non, dit Damian, soutenant son regard. Nous étions bons. Et dans le silence qui s'ensuivit, quelque chose changea entre eux. Un lien forgé non par les mots, mais par des battements de cœur partagés et une respiration synchronisée. En faisant confiance à quelqu'un d'autre pour votre vie et en ayant cette personne à vos côtés. Clara redémarra le moteur. « Où maintenant » demanda-t-elle. « Quelque part en sécurité. Nous devons nous regrouper. » Elle hocha la tête et s'engagea à nouveau dans la rue. Aucun d'eux ne remarqua le petit dispositif de suivi, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, attachée magnétiquement au-dessous de la Honda, placée là par l'éclaireur avant que Damian ne le neutralise. La traque était loin d'être terminée. Ils trouvèrent refuge dans un autre des refuges de Damian, un appartement vacant au-dessus d'une laverie automatique dans un quartier que les Castellano n'avaient pas encore investi. L'espace était spartiate, un matelas sur le sol, de l'eau en bouteille dans le réfrigérateur et des barreaux aux fenêtres. Clara s'effondra sur une chaise pliante, chaque muscle endolori. Il était maintenant tard dans l'après-midi, deuxième jour de ce cauchemar. 48 heures qui semblaient en faire 48 ans. Damian se tenait à la fenêtre, observant la rue en contrebas avec la patience d'un prédateur. Son bras blessé pendait raide à ses côtés, mais son esprit était clairement en pleine ébullition. « Nous ne pouvons pas continuer à fuir, » dit-il finalement. C'était le plan. 48 heures, tu te souviens? Retrouver tes gens, puis disparaître. Les plans changent. Damian quitta la fenêtre. Ils ne vont pas s'arrêter. Vincent connaît ma façon de penser. Il connaît mes contacts, mes refuges. Il en a déjà divulgué la moitié au Costiano. Finalement, ils nous trouveront. Ou nous ferons une erreur. Ou nous n'aurons plus d'endroit où nous cacher. L'estomac de Clara se tordit. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous arrêtons de fuir et que nous commençons à nous battre. C'est du suicide. Non, le suicide, c'est d'attendre qu'il nous accule. Damian se dirigea vers la table, étala une carte de la ville qu'il avait sortie d'un tiroir. Mais si nous choisissons le champ de bataille, si nous contrôlons les variables, nous pouvons mettre fin à tout cela. Mettre fin à quoi? Clara se leva, se rapprochant malgré elle. Vous, seul contre toute une organisation? Pas seulement moi, insista-t-il. Il me reste des fidèles, des gens prêts à mourir pour moi, et, plus important encore, des individus qui abhorrent Vincent pour son acte de trahison. D'un doigt, Damian désigna un point sur la carte. Il y a un dépôt ferroviaire désaffecté sur la rive est, une zone industrielle, pas de civils, de multiples points d'accès, mais une seule véritable échappatoire. C'est isolé, facile à défendre. Clara fixa la carte, une lueur de compréhension traversant son regard. « Vous voulez les y attirer? Oui, c'est de la folie. » « C'est stratégique, » rectifia Damian en levant les yeux vers elle. « Vincent souhaite ma mort pour s'approprier mon empire. Marco veut m'éliminer pour sauver la face auprès des autres familles. Mais tous deux me croient affaibli, désespéré en ce moment. Si je leur présente une cible facile, ils se jetteront dessus. Elle serait en apparence une cible facile. Mais si je réussis à alerter Knuckles, Marco Delgado, mon lieutenant le plus fidèle, il peut rallier les hommes dont je connais la loyauté. Nous dresserons un piège. Laissons les Costas y tomber et mettons fin à cette guerre avant qu'elle ne dévore tout le côté sud de la ville. » Clara était stupéfaite. « Vous parlez d'un massacre? Je parle de survie. » La voix de Damian se fit plus rude. « Et de protéger le quartier d'une guerre des gangs prolongée. Si cela perdure, des innocents périront. Vos voisins, les camarades de classe de votre frère. Plus ce conflit s'éternise,
plus les dommages collatéraux seront importants. Un seul affrontement, une seule nuit, loin des civils. C'est une miséricorde comparée à ce qui nous attend autrement. Clara aurait voulu protester, mais elle fut incapable de le faire. Elle avait grandi en observant les conflits mafieux ravager les quartiers tels des incendies de forêt. Balles perdues, intimidation, sang sur les trottoirs, où jouaient les enfants. Si Damien disait vrai, si cela pouvait s'achever rapidement loin de ces rues. « Comment savez-vous que vos hommes viendront » demanda-t-elle alors. « Parce que Vincent les a tous trahis, pas uniquement moi. » Damien sortit un autre téléphone jetable. « La loyauté est profondément ancrée dans mon organisation. Vincent vient de prouver qu'on ne peut faire confiance à l'ambition au détriment de l'honneur. Mes hommes le comprennent, ils viendront. » Il composa un numéro, 2 sonneries. « Knuckles, c'est moi. » Clara entendit un soupir de soulagement étouffé à l'autre bout du fil. « Chef, bon sang, où êtes-vous, tout le monde ?»« Pas le temps, » le coupa Damien. « Vincent est le traître, il collabore avec les Costas. » Le silence. Puis, ce fils de... « Je sais, mais nous allons régler ça ce soir. J'ai besoin que tu rassembles tous ceux en qui tu as confiance. » Le noyau dur. Ceux qui étaient là dès le début. « On parle de combien de personnes ?»« Tous ceux qui viendront. Nous mettrons fin à cela au vieux dépôt ferroviaire de Riverside, à minuit. Une nouvelle pause. Chef, c'est un piège mortel pour eux, pas pour nous. J'expliquerai quand tu seras là. Fais-moi juste confiance. » La voix de Damien s'adoucit légèrement. « Encore une fois, Knuckles, peux-tu faire cela ?»« Toujours, chef, toujours. » Damien lui donna quelques détails supplémentaires, puis mit fin à l'appel. Il écrasa le téléphone sous son talon, une habitude que Clara commençait à reconnaître. « C'est tout ?» demanda-t-elle. « Vous venez d'organiser une guerre de gang avec un appel téléphonique de 2 minutes. J'ai mis fin à une guerre de gang. » Damien la regarda dans les yeux. « Clara, vous n'êtes pas obligée de prendre part à la suite. Vous en avez déjà fait plus qu'il n'en fallait. »« Je peux m'arrêter ?» Clara fut surprise par la fermeté de sa propre voix. « Vous pensez que je peux juste partir maintenant, après tout ça? Ils ont vu mon visage, ma voiture. Vincent doit savoir que je vous ai aidé. S'il est aussi intelligent que vous le dites, probablement. Donc, je suis déjà une cible, déjà complice. » Clara s'approcha de la fenêtre, regardant le quartier qu'elle avait tant lutté pour protéger. Quelque part là-dehors, Ellie était à l'école, inconscient de la tempête qui s'amoncelait autour d'eux. « Vous avez promis qu'il serait en sécurité. Mon frère, il le sera. Alors, je suis de la partie. Pas parce que je crois en votre guerre, ou votre empire, ou quoi que ce soit de tout ça. » Elle se retourna pour lui faire face. Mais parce que la seule façon pour Ellie de rester en sécurité est que cela se termine, ce soir. Damien la dévisagea un long instant. « Vous n'êtes plus seulement une conductrice. »« Non !» Clara sentit le poids de ses mots s'installer sur ses épaules. « Je suis une complice maintenant. Volontaire ou non. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Gardez-le pour vous. » Mais sa voix était adoucie à présent. « Dites-moi le plan, le vrai plan. Qu'avez-vous besoin que je fasse ?» Damien retourna à la carte. « Le dépôt ferroviaire a une route d'accès principale. Je dois positionner votre voiture pour la bloquer une fois les Costaos à l'intérieur. Vous la truquez pour qu'elle ait l'air abandonnée, mais qu'elle puisse être déplacée rapidement si nécessaire. » Une barricade. Exactement. Il hésita. Si les choses tournent mal, si mes hommes ne viennent pas, ou si les Costas amènent plus de monde que prévu, vous vous enfuyez. Vous prenez Ellie et vous quittez la ville. Il y a de l'argent dans cette boîte là-bas. Assez pour reprendre à zéro ailleurs. Clara regarda la boîte métallique au sol. De l'argent pour s'échapper au cas où. « Ça n'arrivera pas, » dit-elle, essayant de se convaincre. « Probablement pas. » Damien plia la carte. « Mais je prévois toutes les éventualités. » Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de feu. Clara pensa à son père, au choix qu'il avait fait pour aider les gens, peu importe de quel côté de la loi il se trouvait. Elle pensa à Ellie, en sécurité à l'école, ignorant que sa sœur allait participer à quelque chose qui ne pourrait jamais être défait. « Quand partons-nous » demanda-t-elle. « Après la tombée de la nuit. Nous allons reconnaître le dépôt, préparer le terrain, attendre que tout le monde arrive. » Clara hocha la tête. « Alors, il faut que je passe un coup de fil d'abord, pour m'assurer qu'Ellie va bien. » Damien lui tendit son dernier téléphone jetable. « Faites vite, ne lui dites pas où vous êtes. » Elle composa le numéro de leur appartement. Ellie décrocha à la 3e sonnerie. « Clara, où es-tu ? Je suis rentrée. Je fais un double service, » mentit-elle en toute fluidité. « Urgence au restaurant. Je rentrerai tard ce soir, peut-être très tard. Ça va ? » « Oui, ça va. »« Il y a des restes de pizza. »« Bien, Ellie, écoute. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Si quelque chose d'étrange se passe, si quelqu'un vient me chercher, tu ne sais rien, compris ?
Clara, qu'est-ce qui se passe? Rien. Fais-moi juste plaisir. D'accord, d'accord. Il semblait inquiet. Sois prudente. Toujours. Elle mit fin à l'appel avant que sa voix ne se brise. Damian reprit le téléphone et l'écrasa. Prête. Clara le regarda. Cet homme qui avait fait irruption dans sa vie 2 nuits auparavant et avait tout bouleversé. Ce criminel, ce survivant, cette personne qui, d'une certaine manière, la comprenait mieux que personne depuis des années. « Mettons fin à ça, » dit-elle. Et tandis que l'obscurité tombait sur la ville, il se préparait à la guerre. Le Riverside Rail Yard n'était qu'un squelette de décrépitude industrielle, des voies rouillées ne menant nulle part, des entrepôts effondrés et des conteneurs maritimes empilés comme des pierres tombales oubliées. L'endroit rêvé pour que les fantômes règlent leur compte. Clara roula lentement à travers l'entrée, ses phares déchirant l'obscurité. Le moteur de la Honda paraissait trop bruyant dans le silence, son écho résonnant sur le métal et le béton. Là, Damian pointa un passage étroit où la route d'accès se resserrait entre 2 murs de conteneurs. C'est là qu'il faut mettre la voiture. Clara positionna la Honda avec précision, l'angle de manière à créer un goulot d'étranglement. Quiconque tenterait de partir rapidement devrait s'arrêter, reculer, manœuvrer. Des secondes précieuses qui pourraient faire la différence entre l'évasion et la capture. Elle coupa le moteur et sortit. L'air de la nuit était glacial, empreint d'une odeur de rouille et d'huile. Au loin, les lumières de la ville brillaient comme une fausse aube. « Vous avez apporté des outils ?» demanda Damian. Clara ouvrit le coffre, révélant la boîte à outils du garage de son père. « Là, si vous avez dit « truquez-la », je la truque. » Elle travailla avec célérité, retirant le distributeur et le glissant dans la poche de sa veste. Sans lui, la voiture ne démarrerait pas, mais elle pouvait le réinstaller en moins de 30 secondes si nécessaire. Puis elle desserra le loquet du capot, donnant l'impression que la voiture était tombée en panne naturellement. « Parfait !» observa Damian. Elle a l'air abandonnée, mais fonctionnelle. « Je suis pleine de surprises. » Clara essuya ses mains sur son jean. Son cœur tambourinait, mais ses mains étaient si stables. Étrange de se sentir si calme maintenant que le moment était venu. Damian consulta sa montre. Knuckles devrait être là dans 20 minutes. Avec un peu de chance, il amènera au moins 12 d'hommes. Et Vincent, il viendra? Son ego ne le laissera pas résister. Le sourire de Damian était glacial. Il me croit désespéré, acculé. Il voudra voir mon visage quand je réaliserai que j'ai perdu. Ils s'enfoncèrent si plus profondément dans le dépôt, leurs pas crissant sur le gravier. Damian avait bien choisi l'emplacement. Des lignes de visée dégagées, mais de nombreuses couvertures. Des conteneurs d'expédition créaient des positions défensives naturelles. Les voies surélevées offraient une hauteur. « Vous devriez rester près de la voiture, » dit Damian. « Quand les coups de feu commenceront, je sais, restez à couvert, restez en sécurité. » Clara le regarda. « Vous l'avez dit 3 fois, parce que je le pense. » Il s'arrêta, se tourna pour lui faire face entièrement. « Clara, après ce soir... » « Non, le coupa-t-elle. Ne faites pas le discours au cas où je ne m'en sortirai pas. Nous sortirons d'ici tous les 2. Vous semblez en être certaine. Je dois l'être, pour Ellie. » Damian tendit la main, sa main planant près de son visage un instant avant de retomber. « Il a de la chance de vous avoir. »« Oui, eh bien... » La gorge de Clara se serra. « Assurons-nous qu'il continue à m'avoir. » Des phares apparurent au loin. Tous 2 se tendirent, puis se détendirent, lorsque Damian reconnut les véhicules. Knuckles. 3 voitures pénétrèrent dans le dépôt ferroviaire, des berlines cabossées et des camions de travail qui se fondaient dans n'importe quel quartier ouvrier. Des hommes sortirent des véhicules, environ 15, se déplaçant avec une efficacité rodée. Ils se dispersèrent immédiatement, prenant position derrière les conteneurs et les murs. Marco, Knuckle, Delgado, s'approcha, un homme aux épaules larges, la quarantaine, les phalanges cicatrisées et les yeux fidèles. « Chef !» Il serra brièvement Damian dans ses bras. Content de vous voir respirer. Content de respirer. Damian désigna Clara. Voici Clara. C'est grâce à elle que je suis encore en vie. Knuckles lui adressa un hochement de tête empreint d'un respect sincère. Madame, ne me donnez pas de madame. J'essaie juste de ne pas me faire tuer. Knuckles sourit. Vous avez choisi la mauvaise nuit pour ça. Il se tourna vers Damian. On a fait passer le mot par les canaux habituels. On a laissé entendre que vous seriez ici, blessé et seul. Vincent a mordu à l'hameçon. Il a dit aux Castellanos que vous tentiez un dernier baroud désespéré. Combien de personnes amène-t-il? Demanda Damian. Au mieux, Vincent, plus Marco Castellano et une 20aine de soldats. Knuckles désigna les positions que ces hommes avaient reprises. Nous avons l'avantage du terrain, la surprise et la motivation. Ça devrait être suffisant.
Ça devrait. Damian, le regard acéré, manipula son arme avec une familiarité glaçante. Celui-ci, c'est grâce à l'argent liquide de la station-service. N'oubliez pas, Vincent est à moi. Quiconque d'autre peut tirer le premier, mais Vincent doit rester en vie jusqu'à ce que je l'atteigne. Compris? Les hommes prirent position, tels des pièces sur un échiquier mortel. Clara, agenouillée derrière une caisse d'équipement rouillée près de sa Honda, surveillait le chemin d'accès, la tente tendue. Les minutes s'étirèrent, puis d'autres phares déchirèrent l'obscurité. Cette fois, plusieurs véhicules, rapides et audacieux. 4 VUS, élégants et sombres. Les Costiano ne se cachaient plus. « C'est parti !» murmura Damian, tapi derrière un conteneur. « Tout le monde tient bon jusqu'à mon signal. » Les VUS pénétrèrent dans le dépôt ferroviaire, leurs phares éblouissants inondant l'espace d'une lumière crue. Ils s'immobilisèrent en formation lâche, moteurs au ralenti, portes s'ouvrant. Vincent fut le premier à sortir, ajustant sa veste de costume comme s'il arrivait à une réunion d'affaires. Puis Marco Castellano émergea, flanqué de ses hommes, des soldats au visage dur, armés de fusils automatiques. Clara compta 22 hommes, bien plus que l'estimation de Knuckles. Vincent avança au milieu de l'espace ouvert, scrutant les ombres. « Damian, lança-t-il, je sais que tu es là. Il est temps d'en finir comme des hommes. » Un silence pesant fut sa seule réponse. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » poursuivit Vincent. « Ton empire est déjà anéanti, tes hommes sont dispersés, c'est fini, sors, et peut-être que je le ferai rapidement. Tu as toujours été un grand parleur, Vincent. » La voix de Damian résonna dans le dépôt. Il apparut, l'arme le long du corps, seul en plein air. Le cœur de Clara s'arrêta. Que faisait-il? Vincent sourit, triomphant, revanchard. « Te voilà, le grand Damian Rousseau, rabaissé. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Savoir que je t'ai surpassé. Tu m'as trahi. »« J'ai évolué, » rétorqua Vincent, écartant les mains. « Tu es faible, Damian, trop prudent, trop craintif d'étendre ton influence sous ma direction. Ton règne s'achève ce soir. » Le sourire de Vincent vacilla. Il y avait quelque chose dans le ton de Damian, dans sa posture, trop de confiance pour un homme face à une mort certaine. Alors, Knuckles et ses hommes jaillirent des ombres comme des spectres. Leurs armes braquées sur les Costiano depuis des positions surélevées, derrière les conteneurs, sous tous les angles. Le piège s'était refermé. Les hommes de Marco Castellano réagirent instantanément, levant leurs armes, mais se retrouvèrent encerclés. Une impasse, 15 contre 22, mais avec un positionnement stratégique supérieur. Le visage de Vincent pâlit. « C'était un piège. » »« Oui. » Damian leva son arme, la pointant directement sur Vincent. « Tu m'as tout appris sur la stratégie, Vincent, y compris comment appâter un ennemi arrogant. » Marco Castellano s'avança, sa voix froide. « Cela ne change rien, Rousseau. Tu es toujours en infériorité numérique. »« Vraiment ?» Le sourire de Damian fut aiguisé comme un couteau, car de là où je me tiens, tes hommes sont dans une zone de tir sans issue. La tension était suffocante. 22 doigts sur 22 gâchettes. Un seul faux mouvement, et le dépôt ferroviaire se transformerait en abattoir. C'est alors que Vincent commit son erreur fatale. « Tuez-le » hurla-t-il. « Tuez-les tous !» La nuit explosa en rafales. Le premier coup de feu déchira l'air comme le tonnerre. Les éclairs des bouches à feu illuminèrent le dépôt en rafales stroboscopiques. Les hommes de Damian tirèrent depuis leurs positions élevées, forçant les Costiano à se disperser derrière leur vue. Les tirs de riposte claquèrent sur les conteneurs métalliques. L'air se remplit de l'odeur de la poudre et des douilles brûlantes. Clara se pressa contre la caisse d'équipement, les mains sur les oreilles, le cœur explosant dans sa poitrine. Ce n'était pas un exercice. Des gens mouraient. Le fracas des tirs était assourdissant. « Clara !» La voix de Damian transperça le chaos. « Les lumières, n'est-ce pas? Le plan !» Clara se précipita vers sa Honda, tira la portière et frappa la paume de sa main sur le klaxon. L'alarme de la voiture hurla, un gémissement perçant qui ajouta à la confusion générale. Puis, elle tourna la clé qu'elle avait laissée dans le contact, mettant en marche le système électrique. Les pleins phares aveuglèrent directement la position des Costiano. Plusieurs hommes levèrent les mains contre l'éblouissement soudain, temporairement aveuglés. L'équipe de Knuckles profita de ces précieuses secondes pour avancer, se déplaçant comme des ombres, tandis que leurs ennemis étaient si désorientés. Clara resta tapie derrière le bloc moteur, la seule vraie protection contre les balles, et observa la bataille se dérouler comme un cauchemar devenu réalité. Damian traversa le chaos avec une précision mortelle. Malgré son bras blessé, il était fluide, efficace.
abattant 2 des hommes de Marco alors qu'il réduisait la distance le séparant de Vincent. Ce dernier s'était abrité derrière un VUS, tirant au hasard. Toute sa prestance s'était brisée. C'est alors que Clara les vit. 2 soldats castellanos, se détachant du combat principal, contournant les conteneurs, flanquant sa position, se dirigeant droit vers elle. Son sang se glaça. Elle avait quelques secondes, peut-être moins. La main de Clara trouva la clé en croix dans le coffre de la Honda. Son père avait toujours gardé des outils d'urgence à portée de main. Le métal était froid et lourd dans sa prise. Pas une arme à feu, pas même un couteau, mais c'était quelque chose. Le premier soldat arriva au coin du conteneur, son arme levée. Il la vit accroupie près de la voiture et sourit. Une proie facile. Clara appuya sur le bouton de déverrouillage du coffre. Le couvercle du coffre s'éleva, frappant le soldat en plein visage. Il chancela en jurant, momentanément assommé. Clara était déjà en mouvement. Elle abattit la clé en croix avec force, atteignant son poignet. L'arme s'entrechoqua sur le sol. Le deuxième soldat apparut, son arme braquée sur son centre. « Non !» Clara saisit le premier soldat par sa veste et le fit pivoter, l'utilisant comme bouclier humain. Le second soldat hésita. Une seule seconde d'incertitude. Elle l'exploita. Clara poussa violemment le premier soldat contre le second. Ils s'en mêlèrent, déséquilibrés. Elle n'attendit pas de les voir se reprendre. Elle courut, sprintant entre les conteneurs, utilisant l'obscurité et sa connaissance des espaces étroits pour disparaître. Derrière elle, des cris de colère et des bruits de pas résonnaient. Ils arrivaient. L'esprit de Clara s'emballa. Elle était serveuse. Elle n'était pas formée pour cela, mais elle avait passé toute sa vie à naviguer dans des situations dangereuses, avec pour seules armes son intelligence et son instinct de survie. Cela devrait suffire. Elle aperçut une clé à molette tombée près d'une vieille fosse de maintenance, plus grande que la clé en croix, plus lourde. Clara la ramassa et se pressa contre l'ombre d'un conteneur, contrôlant sa respiration malgré l'adrénaline qui déferlait dans ses veines. Le premier soldat arriva au coin, prudent cette fois, son arme balayant les environs. Clara attendit qu'il passe sa position, puis abattit la clé à molette avec force sur l'arrière de son genou. Il s'effondra avec un cri. Elle écarta son arme d'un coup de pied, puis courut à nouveau avant que le second soldat ne puisse la rattraper. Ses poumons brûlaient, ses jambes étaient comme du caoutchouc, mais elle continuait d'avancer et de réfléchir. Le second soldat hurlait dans sa radio, appelant des renforts. Mais les renforts étaient occupés. La bataille principale atteignait son paroxysme. Clara l'entendait, l'intensité des tirs, les hommes qui criaient, le métal qui résonnait alors que les balles atteignaient leur cible. Elle revint vers le centre, vers la lumière, vers l'endroit où elle pouvait voir Damian. Il avait atteint Vincent, le conseiller avait manqué de munitions, reculait les mains levées. Damian attend. Nous pouvons discuter de ça. 8 ans, dit Damian doucement, son arme stable. Je t'ai fait confiance pour tout. C'était des affaires, rien de personnel. La contenance de Vincent se brisa complètement. Les familles voulaient une nouvelle direction. Elles allaient de toute façon se retourner contre toi. Je me suis juste positionné pour survivre. Tu t'es positionné pour en tirer profit. La voix de Damian était glaciale. Sur ma mort. Sur la loyauté d'hommes qui seraient morts pour toi. Autour d'eux, les tirs s'apaisaient. Les hommes de Knuckles avaient repris le dessus. Les Costiano étaient soit à terre, soit en train de se rendre. Marco Castellano lui-même gisait immobile près de son VUS, une victime de sa propre ambition. Vincent le vit aussi, vit qu'il avait perdu. « S'il te plaît, Damian, nous avons construit ça ensemble. » « Non, » Damian secoua la tête. « Je l'ai construit. Tu n'as fait que prendre des notes. Je partirai. Je disparaîtrai. Tu ne... » Le coup de feu fut silencieux, presque anticlérassique après le chaos. Vincent s'écroula, la trahison dans ses yeux figés pour toujours. Clara se tenait à 20 pieds, 6 mètres. De là, la clé à molette toujours dans ses mains tremblantes, regardant un homme mourir. Elle aurait dû ressentir quelque chose. Horreur, dégoût, culpabilité. Mais tout ce qu'elle ressentait était l'engourdissement. C'était fini. Knuckles apparut à côté de Damian, jaugeant le carnage. « Nous avons perdu 3 hommes, 6 blessés, mais nous sommes en sécurité. Marco est mort, la plupart de ses lieutenants aussi. » Knuckles fit un geste vers la poignée de survivants Castellano, agenouillés, les mains derrière la tête. « Ceux-là se sont rendus. Que veux-tu en faire ?» Damian les regarda longuement. « Laisse-les partir. Envoie un message aux autres familles. La guerre Castellano-Russo est terminée. Une nouvelle direction prendra contact pour les conditions. »
Clara bougea enfin, ses jambes chancelantes. Elle laissa tomber la clé à molette qui résonna sur le béton. Un bruit trop fort dans le silence soudain. Damian se tourna, la vit, et son expression s'adoucit. « Tu vas bien ?» 2 d'entre eux m'ont poursuivi. Elle fit un geste vague. « J'ai géré. » Je l'ai vu. Il y avait quelque chose comme de la fierté dans sa voix. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Je suis en 1000 morceaux. » Clara regarda ses mains tremblantes. « Je crois que je suis en état de choc. »« Probablement. » Damian s'approcha d'elle, la scrutant du regard pour d'éventuelles blessures. « Mais tu es vivante. C'est ça qui compte. » Autour d'eux, les hommes de Knuckles sécurisaient le lieu, vérifiant les corps, soignant les blessés. Le dépôt ferroviaire ressemblait à une zone de guerre, car il l'avait été. « Est-ce vraiment fini ?» demanda Clara doucement. Damian regarda de nouveau le corps de Vincent, les véhicules Castellano dispersés, le prix payé en sang pour le pouvoir et la trahison. « Oui, dit-il finalement, c'est fini. » Mais alors que Clara rencontrait son regard, elle se demanda si quoi que ce soit serait jamais vraiment fini après cette nuit. Certaines actions, une fois commises, vous transformaient pour toujours. Et elle venait d'apprendre cette leçon de la manière la plus difficile qui soit. 3 jours après l'événement au dépôt ferroviaire, Clara reprit son travail au restaurant. Le gérant du matin haussa un sourcil lorsqu'elle entra. Clara avait déclaré être malade pendant 4 services consécutifs, une première en 4 ans. Mais il ne posa aucune question. Dans ce quartier, on comprenait qu'il fallait parfois s'éclipser un moment. Clara, le tablier noué, servait le café avec des gestes assurés, feignant la normalité, oubliant les hommes qu'elle avait vus périr, effaçant le souvenir d'une guerre des gangs qu'elle avait contribué à orchestrer. Les ecchymoses sur ses bras, souvenir d'un plongeon derrière une caisse d'équipement et d'une lutte contre des soldats, n'étaient non et plus visibles sous ses longues manches. Les cauchemars, quant à eux, se dissimulaient sous un sourire professionnel. « La table 7 a besoin d'être resservie », annonça le gérant avec un naturel déconcertant. Tout semblait normal, alors que rien ne le serait plus jamais. Damian apparut le 4e jour. Clara était en train de nettoyer les tables, après le rush du déjeuner ce jour-là, lorsqu'elle leva les yeux et le vit, là, à l'entrée. Il portait un costume différent, coûteux, impeccablement taillé, sans aucune tache de sang. Son bras restait bandé sous la veste, mais il se tenait droit, puissant, comme si l'homme blessé qu'elle avait eu à l'arrière de sa voiture s'était évaporé, remplacé par le baron du crime qu'il avait toujours été. Leurs regards se croisèrent. Le cœur de Clara rata un battement. Il choisit une banquette au fond, dans un recoin. Elle s'approcha, son carnet de commandes à la main, jouant son rôle à la perfection. « Un café ?» demanda-t-elle, sur un ton neutre. « S'il vous plaît ?» Sa voix était à peine audible. « Et un instant de votre temps. » Clara versa le café, puis se glissa sur la banquette en face de lui, adoptant une posture décontractée. Pour quiconque les aurait observés, ils n'étaient qu'un client et une serveuse en pause. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. « Je sais, mais je devais vous voir. » Damian poussa une enveloppe sur la table. « Pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez risqué. » Clara regarda l'enveloppe, sans la toucher. « Combien ?» demanda-t-elle. « 50 000. » Elle eut un rire doux, mais teinté d'amertume. « C'est le tarif pour frôler la mort. » « Clara, je ne veux pas votre argent, Damian. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait parce que vous aviez promis qu'Ellie serait en sécurité. » Parce que je n'avais pas le choix. Parce que... Elle s'interrompit, ne sachant comment achever sa phrase. « Parce que je vous ai fait confiance, inexplicable ou non, au milieu de toute cette folie. » La voix de Clara s'étrangla, devenant un murmure à peine audible. « Et ça me terrifie plus que tout ce qui est arrivé. » Damian resta silencieux un instant. Puis, il récupéra l'enveloppe. « Permettez-moi au moins... » « Non. » Clara se leva. « Nous avions un accord. 48 heures. Puis vous disparaissez de ma vie. Alors, disparaissez. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse changer d'avis, avant que cette douleur oppressante en elle ne se mue en quelque chose d'incontrôlable. En se retournant, la banquette était vide. L'enveloppe avait disparu, tout comme lui. 5 semaines plus tard, Clara rentra chez elle et trouva Ellie assis à la table de la cuisine, les larmes coulant sur son visage alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur portable. « Ellie !» Elle lâcha son sac à main, se précipitant vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Il tourna l'ordinateur vers elle, incapable de prononcer un mot. C'était un courriel du service de facturation de l'hôpital. Sa dette médicale, d'un montant de $14 700,
Accumulé après l'accident de voiture d'il y a 2 ans, ce fardeau qui les écrasait tous les deux avait été entièrement réglé par un donateur anonyme via un compte intraçable. Clara retint son souffle. « Je ne comprends pas, » murmura Ellie. « Qui donc aurait fait ça ?» Elle fixa l'écran, l'esprit en ébullition. 50 000 $, 50 000 $. Il lui avait offert une somme rondelette qu'elle avait refusée. Alors, il avait trouvé un autre moyen, un moyen qu'elle ne pouvait pas refuser. « Je ne sais pas, » mentit-elle doucement. « Peut-être que papa avait une assurance vie dont nous ignorions l'existence. »« Peut-être, Clara. » Ellie lui prit la main. « Ça change tout. Je peux enfin aller à l'université maintenant. Je peux... » Sa voix se brisa. « Nous sommes libres !» Clara le serra contre elle, refoulant ses propres larmes. « Oui, nous sommes libres. » Mais elle en savait bien plus. La liberté avait un prix, et elle l'avait payé au dépôt ferroviaire de Riverside. Dans les semaines qui suivirent, Clara remarqua d'autres changements significatifs. Les jeunes du quartier qui la harcelaient autrefois sur le chemin du retour la saluaient désormais avec respect. Le propriétaire, qui la menaçait d'expulsion pour les retards de loyer, se montrait soudainement accommodant. Madame Chun, de l'épicerie du coin, glissait sans frais supplémentaires des articles en plus dans son sac de courses. Les gens savaient, mais n'en parlaient jamais. Ce quartier-là comprenait la valeur du silence. Mais ils savaient que Clara était la femme qui avait hébergé Damian Rousseau, la femme qui avait survécu 2 jours en fuite avec l'homme le plus puissant du Southside. Elle n'avait pas rejoint son monde, n'était pas devenue une part de son empire, mais elle avait acquis quelque chose d'une valeur presque égale, le respect. Et dans ce quartier, le respect était une monnaie. Devant le restaurant, une élégante voiture noire faisait son apparition de temps à autre. Jamais la même, jamais elle ne restait longtemps. Juste là, une présence silencieuse avant de se fondre dans la circulation. Clara ne la reconnaissait jamais, ne la regardait jamais directement, mais elle savait toujours quand elle était là. 3 mois après l'épisode du dépôt ferroviaire, un jeudi soir tranquille, Clara terminait de fermer le restaurant alors que le soleil se couchait, peignant la rue de nuances ambrées et dorées. Elle verrouilla la porte et s'apprêtait à rentrer chez elle. Une voiture familière avançait lentement dans la rue. Ce n'étaient pas les berlines noires des mois précédents. C'était sa Honda, réparée, la peinture refaite, le rétroviseur latéral manquant remplacé. La voiture s'arrêta au feu rouge, juste en face d'elle. À travers la vitre, leurs regards se croisèrent. Damian avait l'air différent, peut-être plus dur, ou peut-être simplement plus lui-même. Il ne sourit pas, ne fit pas de signe, mais soutint son regard pendant 3 longues secondes, une éternité et un instant à la fois. Clara ne sourit pas non plus, mais elle hocha la tête une fois, bref signe de reconnaissance, un adieu, un remerciement. Le feu changea de couleur, l'Honda s'éloigna et disparut au coin de la rue. Clara resta sur le trottoir, regardant les feux arrière s'effacer, puis elle tourna les talons et rentra chez elle, là où Ellie faisait probablement ses devoirs, là où Bill l'attendait toujours, mais où le fardeau semblait moins lourd à porter, là où la vie continuait, avec toute sa beauté désordonnée et complexe. Elle ne reverrait plus jamais Damian Rousseau. Ils le savaient tous les deux. L'histoire était terminée. Les 48 heures s'étaient écoulées depuis longtemps. Mais certains liens ne se mesuraient pas autant. Certaines connexions se forgeaient dans le feu et le sang et les choix impossibles faits à l'arrière d'une voiture déglinguée durant les 2 jours les plus longs de votre vie. Clara tourna dans sa rue, passant devant des voisins qui hochaient la tête avec un respect nouveau, passant des coins où elle s'était sentie autrefois en danger, mais où elle se sentait désormais, sinon protégée, du moins reconnue, vue. Elle était toujours serveuse, toujours une sœur, toujours une survivante. Mais elle était aussi autre chose maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, la femme qui avait caché un roi et qui avait survécu pour le raconter, même si le récit ne se faisait que dans le silence, dans de simples hochements de tête, dans la façon discrète dont le pouvoir reconnaissait le pouvoir. Au-dessus d'elle, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri, et quelque part dans la ville, Damian Rousseau continuait sa route. Un fantôme dans son rétroviseur, un souvenir qui ne s'effacerait jamais vraiment. La dette était payée, la guerre était finie, et la vie continuait malgré tout.